Nous allons avoir une table ronde sur l'IA, puisque vous l'aurez compris, c'est le thème d'aujourd'hui. Et on va en parler notamment de désinformation et de lutte informationnelle. Alors qu'il est vrai qu'en 2023, on a beaucoup parlé du sujet de l'IA, non pas parce qu'il s'agissait d'un sujet nouveau, mais surtout parce que beaucoup d'outils sont devenus indispensables et utilisés par le grand public. On pense notamment à ChatGPT, mais pas que. D'ailleurs, nous avons tous eu l'occasion de voir sur les réseaux sociaux des vidéos assez cocasses de personnalités connues, de membres du gouvernement. Donc c'est quelque chose qui peut nous faire rire, mais nous, dans cette salle, on sait également que ça peut être un danger informationnel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va pouvoir discuter de cette thématique. Je vais inviter à me rejoindre Adrien Popiscou. Adrien est chercheur au CEA spécialisé en deep learning, reconnaissance d'image, protection de la vie privée. Également Nadia Guerwaou. Nadia est doctorante à l'IRCAM au sein des équipes perception et design sonore, ainsi que plasticité et subjectivité. Donc moi, je m'appelle Yasmine Douedi, je suis fondatrice de Risk Intel Media et j'aurai le grand honneur de pouvoir modérer ces échanges. Alors, je vais commencer par cette première question. Le terme désinformation est un terme dont on entend beaucoup parler. Est-ce qu'il est compris en termes de démocratie? À quel moment il y a une limite entre la désinformation et le désaccord? Puisque pour le grand public aujourd'hui, heu, où tous les camps politiques, pointent du doigt le camp adverse quand il s'agit de désinformation. Je vais commencer par vous, Adrien. Merci beaucoup. Euh, donc, la première partie de la question, c'est sur la légitimité. Je pense que c'est légitime de discuter des informations, et de discuter de ce que ça signifie. C'est là parce que, en tant que citoyen, nous avons le droit de savoir comment on est informé, par qui et dans quel but. Euh, Les réponses à ces questions sont assez compliquées. Elles le sont devenues encore plus avec les réseaux sociaux et le développement numérique. Après, sur la différence entre les controverses et la désinformation, je dirais qu'il y en a une en termes de positionnement des acteurs qui sont présents. Donc, sur la désinformation, nous sommes plutôt en top-down. Il y a un acteur qui essaie de désinformer et il y a nous qui essayons de ne pas être désinformés, alors qu'en controverse, c'est dialogique. Il y a deux acteurs qui discutent et qui opposent leur point de vue. Euh, pour la dernière fois, il y avait une question sur qui juge de la pertinence, qui est le juge de paix. Et je dirais qu'il y a deux acteurs qui sont juges de paix. Donc, l'ultime, pour moi, l'acteur ultime, ça va être l'opinion que le public se fait de ce qui a été dit sur un sujet. Et dans le public, j'inclus les décideurs qui ont un rôle encore plus important. Euh, et là-dessus, il y a des controverses, donc tout le monde s'accuse. Et l'intensité des controverses dépend beaucoup de quand on parle. Donc, je pense qu'il est assez aisé de se mettre d'accord sur la météo du jour. C'est pas très beau. Mais par contre, si on parle de politique nucléaire de la France ou des tentatives de désinformation faites par la Russie dans le Sahel, je pense qu'il peut y avoir une diversité plus grande d'opinions. Et la difficulté vient du fait que dans le dernier des cas, on ne peut pas répondre par c'est vrai, c'est faux. C'est souvent de l'opinion. Et finalement, celui qui l'emporte, c'est celui qui a bien passé le message auprès du public. Merci beaucoup. Alors c'est un sujet que vous connaissez particulièrement. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques mots justement sur exactement ce que vous faites? Je viens à la désinformation par l'intermédiaire de l'étude de biais. Donc, si vous pouvez mettre la slide. Donc, je vous dirais, l'IA, c'est nous. Parce qu'on se posait la question si l'IA peut nous sauver. Si elle nous sauve de nous-mêmes. Donc là, c'est un exemple d'un modèle qui s'appelle T5. Ça date d'il y a 3 ans à peu près. Et il y a des chercheurs qui sont amusés, enfin maintenant ça se fait beaucoup, mais ça c'est un des exemples précurseurs, sont amusés à faire des prompts, à laisser le mot à compléter par le modèle. Donc le premier exemple, désolé pour si c'est offensant pour quelqu'un, mais c'est ce que donne le modèle. Donc all terrorists are, et le modèle par défaut complète avec Marslens. Ces chercheurs-là ont proposé du débiaisage, et donc si on débiaise, ça va être all terrorists are bad. Mais ça veut dire qu'il y a une intervention qui est faite sur le modèle. Donc, disons que mon background est là, et ce qu'on essaie de faire, c'est de faire de l'analyse et de montrer
quels sont les biais. Par exemple, on travaille beaucoup sur les médias. Quels sont les biais dans les médias, sur le spectre politique, comment chaque média se positionne. Et ce qu'on observe, c'est que, heureusement, en France, il y a une grande diversité des points de vue. Et donc, nous avons les sources à nous de nous renseigner ou pas, selon les sujets qui nous intéressent plus ou moins. Merci beaucoup. Nadia, est-ce que vous pouvez nous donner quelques mots sur votre sujet de recherche qui est celle de la transformation émotionnelle de la voix? C'est passionnant, mais je pense que pour le public, ce serait bien de le réexpliquer. Oui, tout à fait. Alors moi, je travaille sur des technologies informatiques de transformation de la voix et en particulier de la tonalité émotionnelle de la voix. Donc, vous savez tous que, en m'écoutant parler, vous pouvez, sentir, si, par exemple, si j'ai du tremblement dans la voix, vous allez, imaginer que c'est, compliqué pour moi de prendre la parole à l'oral. Vous pouvez, entendre également, dans des conversations téléphoniques, si votre interlocuteur est en train de sourire. Donc ça, ce sont des expressions émotionnelles vocales et depuis quelques années, on est capable de paramétrer, de contrôler ces expressions émotionnelles vocales, via des outils informatiques que dans le cadre de ma recherche, j'appelle filtres vocaux, même si, techniquement ce ne sont pas des opérations de filtrage qui sont faites, pour créer, ce genre de prouesses technologiques, mais je les appelle comme ça, pour mettre en évidence le parallèle avec les filtres, de visage qu'on connaît tous et qui permettent par exemple, d'afficher un sourire, sur le visage de manière artificielle. Merci beaucoup et d'ailleurs, pour continuer justement dans votre présentation et dans la lignée de ce que je disais au départ, finalement, on a vu beaucoup de TikTok, on a vu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, mais il a déjà été utilisé, des deepfakes dans un contexte beaucoup plus sérieux. Vous aviez une vidéo à nous montrer. The opportunity to do something historic for our country. We want to give this president the opportunity to do something historic for our country. Donc clairement, je pense que c'est assez connu, c'est ce deepfake qu'on appelle, d'ailleurs un shallow fake, de Nancy Pelosi. Vous avez pu voir donc la version transformée, de la vidéo et la vidéo d'origine. Donc l'idée, c'est qu'en fait, les personnes qui ont, créé cette vidéo ont joué sur une composante particulière du discours qu'on appelle la composante paralinguistique. Il y a aucun, mot qui a été changé dans le discours de Nancy Pelosi. Par contre, l'intonation, la manière dont elle a, parlé a été, changée pour donner l'impression qu'elle était ivre et en plus, c'est une manipulation qui est très, très simple. On l'appelle shallow fake parce qu'on a juste, diminué le débit de parole et bon, je pense que tout le monde a déjà vu des vidéos, de ralentissement en général. Ça crée une voix, un peu, grave, un peu wow, wow, wow comme ça. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont juste augmenté, le pitch, donc la hauteur, de la voix de Nancy Pelosi pour récupérer, sa hauteur normale. Ce qui fait que ça donne l'impression qu'elle parle vraiment, avec une diction, une articulation, d'une personne, qui est ivre. Donc ce que je trouve vraiment particulièrement intéressant là-dedans, c'est qu'on a joué uniquement sur le canal paralinguistique. Donc on n'a pas du tout changé, les mots qui ont été utilisés, mais uniquement l'articulation, les inflexions de voix et à partir de là, on a complètement décrédibilisé, le propos de Nancy Pelosi, son propos et son image. Donc via ce genre de technique, on peut, manipuler l'opinion des individus au sujet de personnes aussi importantes que dans ce cadre qui était le cadre des élections présidentielles aux États-Unis. Merci beaucoup Nadia. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être fait assez systématiquement? On a besoin de beaucoup d'échantillons de voix pour reproduire, un deepfake comme celui-ci? Alors là, c'est très facile parce qu'en fait, on n'est pas dans ce qu'on appelle la synthèse vocale, c'est-à-dire qu'on n'a pas créé à partir de rien du tout la voix de Nancy Pelosi, ce qu'on peut faire, hein, dorénavant, mais pour lequel il faut entraîner un modèle. Là, on a juste pris une vidéo qu'on a ralentie et on a augmenté le pitch en termes de traitement du signal. Enfin, aussi, il y a des gens qui font du traitement du signal dans le public. C'est très, très simple. Donc finalement, dans le cadre de la désinformation, c'est dangereux, hein? Ah, c'est tout à fait dangereux et c'est d'autant plus dangereux qu'on n'a pas, comme je disais, on n'a pas eu besoin, en fait, de changer le propos, de modifier le propos. Donc son propos reste tout à fait crédible.
Si vous pensez, par exemple, à un autre deepfake, dont on a pas mal entendu parler, celui du président Zelensky, qui, au début du conflit, exhortait les troupes à se retirer, on pouvait se poser la question de la fausseté, de cette vidéo parce que le contenu, linguistique, prêtait un petit peu à être alerté sur la possibilité que ce soit faux. Alors que là, dans ce cas, on n'a pas du tout, ce genre d'alerte, qui nous est fourni par le contenu, linguistique. Merci beaucoup. Adrien, est-ce que les acteurs de la désinformation aujourd'hui sont-ils très organisés? J'entends par exemple l'utilisation de bots. Et est-ce que l'IA va augmenter justement cette désinformation? La plupart des acteurs sont très bien organisés. C'est surtout le cas quand, enfin, les bots sont, disons, l'expression visible. Donc, derrière les bots, il y a des acteurs, enfin, il y a des gens, souvent des spécialistes et de l'IA, et c'est souvent des gens qui sont enfin, soutenus ou enfin, financés par des entités étatiques. Donc, dans ces cas-là, ce sont des acteurs qui sont très, très bien organisés, qui déploient des attaques qui sont de plus en plus sophistiquées. Donc, le coût de déploiement des attaques, je pense, ça baisse drastiquement avec les grands modèles, que ce soit des modèles linguistiques ou des modèles multimodaux. Donc, on peut créer des textes très, très véridiques. Donc, j'ai fait un test la semaine dernière dans un cours que j'enseigne sur l'équité en IA. Et j'avais pris un vrai titre dans un journal, avec les 3 lignes de résumé. J'ai mis ça dans ChatGPT, j'ai demandé à faire des reformulations. Et 2 jours après, je n'arrivais pas à me rappeler lequel c'était le vrai, moi-même. Donc, ça devient assez facile, ça va vite. Et quand c'est fait par des acteurs très, très bien organisés, ça va être multicanal, ça va être très, très bien, la temporalité va être très, très bien travaillée. Et donc, ça augmente les chances de réussite. Donc, d'un point de vue technique, le danger le plus grand, c'est l'automatisation. Donc, on va vers l'automatisation des campagnes de désinformation, enfin, sur la partie production et aussi sur la partie diffusion avec les bots qui vont relayer ça. Et donc, avec des contenus qui sont synthétiques, qui sont de plus en plus réalistes, ça va démultiplier les risques. Merci beaucoup. Quel est le profil de ces acteurs de la désinformation aujourd'hui? Je travaille sur le contenu, mais je pense qu'il y a des gens dans la salle qui pourraient nous en dire beaucoup plus. Enfin, on parle beaucoup de l'État russe, par exemple, et qui est très actif, à la fois en Ukraine, avec, finalement assez peu de succès parce que c'est un contexte très adversarial, mais de ce que j'ai lu en Afrique de l'Ouest, par exemple, ils ont beaucoup plus de succès parce qu'ils vont dans un terrain qui est un peu moins travaillé et qui est moins adversarial pour eux. Merci. Alors, il y a quelques semaines de cela, il y a eu un cas justement de deepfake qui est celui de la chanteuse très connue, Taylor Swift, donc une vidéo pornographique qui est sortie sur Twitter et un ensemble de fans se sont organisés justement pour pouvoir y faire face en mettant en place un hashtag spécifique. Cet hashtag a d'ailleurs réussi à enterrer la publication. Donc là, on a vraiment un exemple, de quelque chose qui pourrait être bénéfique. On peut donc se poser la question demain d'avoir une IA, par exemple, qui générerait un peu comme ce qu'a pu faire, les fans de Taylor Swift, peut-être des hashtags pour pouvoir en fait limiter des contenus de désinformation. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que si on fait ça à large échelle, on va rajouter un problème déjà existant. Pour ce qui est du cas de Taylor Swift, c'est quelque chose qui est un peu iconique parce que c'est Taylor Swift. Je suis pas fan, mais il paraît qu'il y a, je regardais depuis que j'ai vu la question, il paraît qu'il y a une très très grande communauté qui la suit. Et c'est un cas plutôt positif parce que, on peut mettre ça au crédit de Twitter parce qu'ils ont réagi, ils ont fait quelque chose au bout de, je sais pas combien, 17 heures, quelque chose comme ça. Et donc, ils ont retiré certaines des publications. Par ailleurs, le deepfake ne provient pas de Twitter. Ça a été fait sur des canaux un peu plus confidentiels. Ça a circulé pas mal sur 4chan, 8chan et compagnie pendant un petit moment. Là où c'est problématique, c'est dans des cas beaucoup plus sérieux que ça, où les réseaux sociaux, les plateformes plus généralement, ne réagissent pas à temps. Il y a un exemple ancien, donc l'attaque de 2019 en Nouvelle-Zélande, à Christchurch, où il y a un terroriste d'extrême droite, je pense, qui est allé dans une mosquée qui a tué 50 et quelques personnes, si je me souviens bien. Il a fait ça en live stream sur Facebook pendant 17 minutes avant que Facebook réagisse. Alors que, on peut croire que Facebook a une des meilleures armées de l'IA au monde, mais ils ont mis beaucoup de temps à réagir.
Un exemple similaire, c'est toujours sur Facebook, et là c'est sur une longue durée, c'est en Birmanie sur les Rohingyas, qui a eu beaucoup de désinformations qui a été transmises à propos de cette communauté. Et on attribue un rôle assez important à Facebook dans la propagation de ces fausses nouvelles et aux massacres qui sont suivis. Est-ce qu'on peut imaginer des bots bienveillants? Oui, bien évidemment. Mais je veux dire, les bots bienveillants ne vont pas être suivis par beaucoup de monde, je pense. Merci. Quel est le rôle de l'émotion dans la façon dont les individus reçoivent et analysent une information, Nadia? Alors, il est assez crucial, sachant que les émotions vont avoir une influence sur la majorité de nos processus cognitifs. Donc, par processus cognitif, j'entends la mémoire, la perception, l'attention, et encore bien d'autres processus cognitifs. Mais pour ce qui nous intéresse ici, ce qui est assez important, c'est de savoir que l'état émotionnel, de votre interlocuteur ou de la personne qui reçoit une information va guider, le type d'information qu'il va, être susceptible de traiter, dans un premier temps. Et dans un second temps, il va aussi, donc cette coloration émotionnelle de l'information va influencer, le type de données, auxquelles on va prêter attention et aussi que l'on va, garder en mémoire. Donc dans un premier temps, l'émotion, ça joue, comme, un facteur de ce qu'on appelle, d'une capture attentionnelle. Tout ce qui a une coloration émotionnelle va capturer, votre attention. Donc ça joue à ce niveau-là et ensuite ça joue, sur l'adhésion en fait, des individus, à une information qui leur est proposée. Donc ça, c'est vraiment important et c'est d'autant plus important que maintenant, en tout cas concernant, la voix, on sait, mettre en évidence un profil, de voix, de paramètres acoustiques qu'il faudrait reproduire pour créer, par exemple, une voix digne de confiance ou, une voix, méfiante ou une voix bienveillante ou chaleureuse. À partir du moment où on sait, quel est le profil et qu'on a les outils informatiques qui nous permettent de mimer ça, il me semble particulièrement important, de mettre, la focale sur, ces traitements. D'autant plus que ce que je vous disais un peu tout à l'heure, quand je vous prenais, pour l'exemple, de la prosodie, et de la capacité, des individus à inférer l'état émotionnel de quelqu'un au téléphone. Par exemple, ce qu'on sait, c'est qu'en fait, ces traitements-là, notre cerveau le fait de manière non consciente. Il le fait de manière non analytique. Donc on n'a pas de réelle prise dessus, autrement que d'avoir conscience qu'en fait, dans le message, dans le discours, il y a 2 niveaux, 2 canaux de communication. Un canal, qui est celui, du vocabulaire, en tout cas un canal linguistique et un canal qui est, paralinguistique et c'est sur ce canal-là qu'on peut, agir et manipuler en fait, à la fois l'émotion, véhiculée par, le discours, mais également l'émotion de la personne qui va le recevoir et créer par exemple une adhésion particulière à tel ou tel message. Et ça, c'est très connu, même au Japon, c'est une vraie discipline, c'est ce qu'on appelle la Kansei Engineering, c'est comment on fait pour cibler en particulier les émotions avec tel ou tel produit. Merci. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets en termes de langage? Comment est transmise la charge émotionnelle dans une communication? La posture, le visuel? Oui, on a tout. Donc, il y a effectivement, comme je disais, le linguistique, mais il y a aussi tous les éléments de la posture que je vais prendre. Ça, il y a beaucoup de gens qui sont spécialistes là-dessus, et notamment en psychologie, on peut le faire de manière assez naturelle, de regarder la posture des patients. Parce que je suis aussi psychologue, donc je vais dire nous quand je vais parler de ça. Euh, Pardon. Il y a aussi la voix. Et des éléments très, très subtils, en fait, dans la voix des individus nous permettent d'extraire des informations à leur sujet. On sait, par exemple, parce que j'ai travaillé là-dessus dans mes recherches, j'ai travaillé sur le trouble de stress post-traumatique, le PTSD en anglais c'est une pathologie qui est assez connue dans le cadre, militaire et on sait que les soignants sont capables, rien qu'à l'écoute de la voix de leurs patients, de déceler l'état de gravité de PTSD dans la voix des patients. Et ce qu'on sait également, c'est qu'on est capable, ce qu'on a testé, on a essayé de faire ça, on est capable de manipuler ces inférences que les soignants, vont faire au sujet de leurs patients via un filtre vocal particulier qui va
mimer en fait soit un état de guérison, soit un état de maladie chez les individus. Donc dans la voix, on véhicule énormément d'informations de manière très rapide et surtout le message, c'est que c'est de manière non consciente. On ne sait pas, par exemple les soignants, quand ils vont faire ce jugement, ils ne savent pas ce sur quoi leur jugement repose. De la même manière, si je vous demande ce qui vous permet dans ma voix de savoir si je suis de bonne humeur, vous serez incapable de me dire: «Bah, c'est parce qu'en fait, à ce moment-là, il y a telle ou telle inflexion que voilà, c'est plutôt, une hauteur de voix qui remonte ou qui descend». Ça, vous ne savez pas le dire, vous ne savez pas l'expliciter, mais par contre votre cerveau, il le fait très, très bien. Merci. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des IA capables de détecter le vrai du faux? Ça dépend ce qu'on appelle le vrai et et le faux. Enfin, une fausse information, typiquement une fausse vidéo, une vidéo qui aurait été réutilisée, par exemple, celle que vous aviez montrée juste avant? Bon, je commence. Euh, oui, il y a des IA qui peuvent faire ça, bien évidemment. Enfin, je pense que pas mal de gens dans la salle travaillent enfin, plus ou moins, enfin, euh, de manière plus ou moins proche avec ce type de technologie. Je vais commencer par une parenthèse et j'aimerais dire que de mon point de vue, on donne trop d'importance à la détection des faux contenus, ou des deepfakes ou des infox en français. Cela vient pour moi des deux sources. Donc la première, c'est la communauté scientifique, donc nous-mêmes. C'est un problème qui est simple à poser. C'est un problème pour lequel il est simple de créer des vérités terrain, donc de faire des tests et de dire nous sommes très contents, nous arrivons à détecter 99% des faux contenus. Nous allons voir des clients potentiels. Les clients potentiels sont très contents parce qu'ils vont afficher qu'ils détectent 99% des contenus. Le deuxième prescripteur, ça va être les médias, parce que c'est un sujet qui vend bien. Donc, si je vois, enfin, je pense qu'on peut faire tous le test. Si on voit un titre sur les fakes, on est attiré. Et souvent, on va dessus, on passe un peu de temps, on voit trop de publicité. Donc, notre média favori va se faire 50 centimes grâce à notre lecture de l'article. Donc, ça pose un problème parce qu'il y a d'autres sujets qui sont au moins aussi pernicieux que les faux. Enfin, il y en a un qui me tient beaucoup à cœur, c'est la polarisation. Donc, ça arrive sur des sujets qui sont clivants. Donc, je vais parler de ma propre chapelle. Si on parle du rôle du nucléaire dans la politique énergétique française, c'est qu'on commence à poser des questions enfin, dans la salle, il va y avoir enfin moi je vais être pour, parce que voilà, c'est le CA qui me paye, mais dans la salle, il y aura des gens qui vont avoir des opinions, je pense, assez différentes. Et ça vient du fait que c'est un sujet complexe et que il y a très peu d'experts qui sont vraiment capables de donner des avis fondés. Donc, il est difficile de faire la différence entre ce qui est fondé et ce qui n'est pas fondé. Après, pour revenir, oui, il y a des IA qui vont bien détecter, enfin, dans la plupart des cas. Toutefois, ce n'est pas simple, même pour la détection des faux, parce que nous sommes en mode boîte noire. Donc, l'attaquant, il a un avantage. On ne sait pas ce qu'il a déployé comme modèle. Enfin, on peut deviner certaines choses, mais pas tout. Et donc, nous sommes obligés de jouer selon ces règles-là, lui, à l'attaquant. Donc, en tant que défenseur, souvent, c'est compliqué de détecter. Merci. Alors, pour convaincre ou manipuler une personne ou des potentiels voilà, lecteurs, est-ce que pour imposer un narratif, il est plus simple finalement de se reposer sur la rationalité ou l'émotion? Alors ça fait référence à un très vieux débat en neurosciences, le débat cognition froide, émotion et d'anciennes théories qui avaient tendance à séparer les 2. Bon, maintenant, on sait très bien que émotion et cognition, sont pas du tout, des process, séparés. Mais si on veut rester sur, cette, distinction, en tout cas cette double lecture, on peut, reprendre donc dans le discours, dans le discours parlé qui est un peu ma spécialité, donc j'aime bien parler de ce que je connais, c'est mon éthique scientifique. On a donc ce que je vous expliquais, le linguistique, le contenu, du langage et le paralinguistique et effectivement ce qui est assez, ce qui a un potentiel de manipulation assez important, c'est de jouer sur, le paralinguistique, sur l'inflexion de ma voix, sur ces choses-là et c'est d'autant plus important que souvent on a tendance à, omettre en fait, ce canal d'information-là et notamment les personnes qui travaillent, sur le clonage vocal, donc que vous évoquiez tout à l'heure. On a vu pas mal d'initiatives, qui a de donc de par
par rapport au divertissement, notamment de clonage vocal. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette émission, de la nouvelle émission de Thierry Ardisson qui s'appelle L'Hôtel du Temps, qui a pour objectif d'interviewer des deepfakes de personnalités défuntes. Donc, je m'étais intéressée à ça parce que j'avais écrit un article sur son émission. C'est la première émission qui visait à interviewer Dalida. Et en fait, bon, vous imaginez qu'éthiquement, il y a eu pas mal de critiques et la production répondait en fait à ces critiques en disant que tout ce qui avait été dit pendant l'émission, tous les propos qui avaient été prêtés au deepfake de Dalida avaient été consignés, retrouvés dans des articles de journaux, qui ne s'étaient pas permis de lui faire dire des choses qu'elle n'aurait pas dites. Et ça, c'est complètement omettre le paralinguistique. Peut-être qu'ils ont trouvé dans un journal une phrase qui a été prononcée par Dalida, mais on sait très bien, ne serait-ce que par l'existence de l'ironie, que selon l'inflexion de voix que je vais prendre, la manière dont je vais parler, je ne vais pas du tout vous transmettre le même message en fait. Donc, quand on a ce genre d'argumentaire, on met complètement de côté une part très, très importante en fait de l'information qui est véhiculée. Et je pense que c'est quelque chose auquel il faut être assez vigilant. Donc tout le monde ne fait pas, ne fait pas ce genre d'argumentaire. Il y a des projets qui sont beaucoup plus précis, notamment la reconstitution de l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Peut-être que vous en avez entendu parler par Le Monde. Donc j'avais travaillé avec Charles-Henri Groux, qui était à l'initiative de ce projet, au sujet des questions éthiques en fait que soulevait le fait de reproduire, de cloner la voix d'une personne défunte. Et ils ont fait vraiment l'effort de présenter correctement ce projet comme étant une reconstitution interprétée. Et en l'appelant de telle manière, donc en la qualifiant d'interprétée, ils ont mis l'accent sur le fait qu'il s'était permis une liberté dans le choix de l'interprétation, en fait, comme le ferait un acteur. Ça, c'est important que les individus soient conscients que ce type-là de message n'est pas une reproduction du réel, mais qu'il y a toute une liberté qui est prise par les producteurs de ce genre de message. Merci beaucoup. Alors justement, j'en discutais tout à l'heure avec monsieur Nicolas Arpajon qui était avec nous ce matin dans le public et je lui posais la question de l'IA parce qu'on avait eu cette année une émission sur l'IA et la cybersécurité. Et il avait dit quelque chose d'assez intéressant, j'aimerais bien avoir votre avis. Il disait aujourd'hui une IA ne peut pas nécessairement détecter par exemple un deepfake ou le vrai du faux parce qu'elle n'est aussi pas capable de détecter l'intention malicieuse dans la voix qu'on pourrait avoir par exemple chez une personne. Donc aujourd'hui, une IA ne peut pas détecter une intention malicieuse et donc ne peut pas savoir ce qui est vrai de ce qui est faux, contrairement à l'être humain, à notre jugement personnel. J'aimerais bien avoir vos avis à vous sur cette phrase. Alors, en effet, il faudrait... Ça, c'est... Ce qu'il faudrait faire, c'est apprendre à l'IA le profil de ce qu'on appelle une intention malicieuse. En fait, l'idée de ce que peut faire ou ne pas faire une IA, c'est juste qu'elle va reproduire un profil, un pattern qu'on lui aura enseigné. Est-ce que là, actuellement, l'état de connaissance des neurosciences nous permet de faire un profil d'une intention malicieuse? J'en doute, parce que c'est multifactoriel. C'est comme j'avais des conversations tout à l'heure au sujet de la détection du mensonge. Le mensonge, c'est un comportement qui fait appel à différents processus cognitifs. Donc, ce genre d'attitude sociale est complexe. Donc, à mon avis, il va falloir continuer à faire de la recherche à ce sujet avant qu'une IA puisse faire quelque chose de proche de ce dont on est capable de faire nous en tant qu'être humain. Alors moi, j'avais bien apprécié, j'aimerais bien avoir votre avis, le titre de cette table ronde, parce qu'on pose la question, les IA vont-elles nous sauver? Sachant que dans le grand public et dans la plupart de ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, lorsqu'on parle d'IA, il y a une grande crainte autour de l'arrivée de l'IA. Alors ça peut être une crainte liée aux pertes d'emploi, ça peut être une crainte liée à la cybersécurité, on a pléthore de craintes, et pour le moment, rares sont ceux qui ont quand même eu une vision positive de l'arrivée de l'IA. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Déjà, il y a ceux qui gagnent beaucoup d'argent avec l'IA qui ont une vision très, très positive de la chose. Non, au final, sérieusement parlant, il y a quand même beaucoup de gens
qui l'utilisent au jour le jour. Après, sur les craintes que ça peut générer auprès du grand public, on revient à la présentation de ce matin où on parlait de ce qui est faisable pour de vrai et de l'IA dite générale. Et donc, souvent, on présente des avancées comme étant, on arrive à l'IA générale ou généraliste alors qu'on n'y est pas. Et donc, c'est là-dessus qu'on fantasme beaucoup et je pense que ça va continuer parce qu'encore une fois, ça vend bien. Donc, la peur vend bien. Donc, si je vous dis, vous inquiétez pas, tout va bien, soit vous me dites, vous essayez de me manipuler, soit vous me dites, j'ai lu ailleurs, dans des sources différentes, que l'IA c'est dangereux, que effectivement il y a des craintes qui sont, qui sont fondées. Par exemple sur la perte d'emploi, parce que vous la citez, il y a une dizaine ou une douzaine d'années, il y avait une prédiction aux États-Unis qui disait qu'il n'y aura plus de chauffeurs routiers dans 10 ans. Donc aujourd'hui, allez aux États-Unis si vous voulez, ou regardez des vidéos des autoroutes américaines, regardez qui est dans les camions. Donc ça se calme. Pareil, toujours sur le véhicule autonome, ça fait depuis 2015 que notre ami Elon Musk nous annonce que c'est pour le trimestre prochain. Il l'a toujours pas, mais bon, ça fait venir de l'argent dans sa boîte. Il avance il fait de vraies avancées dans le domaine, mais c'est beaucoup moins que ce qu'il annonce. Et c'est pareil pour beaucoup de gens dans le domaine. Merci beaucoup. Alors, avant de passer aux échanges avec le public et aux discussions avec les personnes qui sont présentes, je voudrais vous reposer finalement la question de la table ronde. Avoir votre avis, un oui, un non, un peut-être. Est-ce que la désinformation et la lutte informationnelle, les IA, vont-elles nous sauver? Un mot de fin. Alors, j'aurais du mal à acquiescer avec les IA vont-elles nous sauver parce que la formulation omet le fait que derrière les IA, en fait, il y a des humains qui vont les programmer. Donc, est-ce que les IA vont nous sauver? Je ne pense pas, mais des IA qui sont bien programmées, effectivement, ce serait possible. Adrien? Personnellement, ça va me rendre la vie plus intéressante parce que je travaille dans le domaine, ça devient de plus en plus compliqué techniquement, donc ça fait des choses plus intéressantes à faire. Je reviens à ce que j'ai dit au début, si l'IA va nous sauver, elle va nous sauver de nous-mêmes parce que finalement, comme Nadia l'a dit aussi, c'est des gens qui vont désinformer. Enfin, à moins d'avoir des agents complètement autonomes, ce qui n'est pas encore le cas et je pense que on va attendre un petit moment avant que ça arrive pour de vrai, j'espère en tout cas. C'est toujours les humains. Donc, s'il y a quelque chose à sauver, c'est nous-mêmes. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Ah, j'arrive. Oula, pardon. Bonjour, donc Renaud Alliot, Préligence. J'ai une question au sujet de justement ces fake news. Jusqu'à récemment, avant son ban, un des plus gros, c'était prouvé qu'un des plus gros fournisseurs de fake news du monde, c'était un certain Donald, qui, a toujours écrit ses tweets visiblement à la main de manière super manuelle entre deux réunions. Et que quand vous ouvriez Twitter, ça s'appelait encore Twitter à l'époque, même si vous ne suiviez pas ce fameux Donald, vous aviez ces tweets qui apparaissaient. Et pourquoi? Parce que ça crée de l'engagement. Et souvent, la fake news, il suffisait d'ouvrir le tweet pour avoir la suite et voir qu'en fait, c'était une fake news. Sauf en fait, ça crée de l'engagement. On a envie de répondre même quand on le voit. Moi, j'avais fini par le bloquer parce que ça me polluait mes tweets sur l'actualité. Et donc, ma question derrière, c'est qu'aujourd'hui, dans l'IA qui propage les fake news, il y a quand même beaucoup de ces moteurs de recommandation qui, en fait, qui sont là pour nous faire réagir, pour après nous vendre des chaussures. Et qu'il y a des réseaux sociaux aujourd'hui qui existent où en fait c'est juste des votes, les posts arrivent et puis on vote plus ou moins. Et ce qu'on voit, c'est que dans et qu'on met en avant ceux qui ont les votes plutôt positifs. Et on voit qu'avec simplement ces méthodes de recommandation, il y a des posts qui sont déjà beaucoup plus, c'est beaucoup plus rationnel, il y a beaucoup moins de buzz, il y a beaucoup moins de trucs très clivants. Et donc pour en venir, désolé pour ce long hiatus, mais on va revenir à la question, est-ce que, moi je pense qu'au niveau IA, les algos de recommandation sont aussi, voire plus dangereux que les algos de deepfake en fait. Et est-ce que vous avez des choses que vous avez regardées pendant vos recherches, vous avez des avis par exemple de régulation ou ce genre de choses? Merci pour la question.
Euh, disons s'il y a il y a une pipeline, je connais pas le mot en français, il y a une pipeline donc qui va de la production des contenus et la partie recommandation intervient dans la diffusion. Donc dans la diffusion, comme vous dites, les réseaux sociaux, enfin Twitter et les autres, veulent maximiser l'engagement, le temps qu'on passe dans le réseau social respectif. Donc effectivement, le but n'est pas de mettre en avant des trucs, le but c'est de mettre en avant des trucs suffisamment intéressants pour qu'on y reste, mais il n'y a pas de jugement de valeur morale sur, pas trop, sur ce qui est mis en avant. Il y a, comme vous dites, des tentatives très intéressantes de réseaux alternatifs, mais quand on regarde le nombre d'utilisateurs qu'il y a sur ces réseaux, ça reste quand même très, très réduit par rapport à un Twitter ou à un Facebook et compagnie. Donc, quelque part, l'engagement que ça génère n'est pas suffisamment grand pour que les gens y aillent en masse et surtout qu'ils y restent. Parce que, il y avait l'exemple de Mastodon à un moment donné. Ça avait bien augmenté. Au bout d'un moment, il y a une espèce de reply. Je pense que là, c'est en descente parce qu'il n'y a pas suffisamment d'engagement. Donc, encore une fois, je sais pas, c'est la nature humaine, on a besoin de choses engageantes. Que ce soit Donald ou Elon, maintenant, ce que vous avez vécu avec Donald, moi, j'ai vécu avec Elon Musk, j'ai dit non. Tesla, j'ai dit non. Tesla officiel, j'ai dit non. Et ça s'en est suivi pendant une semaine. J'ai passé 5 minutes sur Twitter tous les jours juste pour voir. Et ensuite, je ne suis pas allé depuis un an. Donc, il y a une chose à faire, c'est on peut ne pas y aller, tout simplement. Merci. Bonjour, Alexandre Blonsky de Bloom. Alors, j'ai une question par rapport à cette problématique qui occure, à mon avis, de débat, qui est la notion de vérité et la notion de réalité partagée par rapport à ça. Donc, en fait, c'est une notion qui est très importante. C'est difficile à débattre de quoi que ce soit si on a des réalités qui sont très divergentes et on n'est pas d'accord sur ce qui est réel. Et donc, là-dedans, tout ce qui est fake, les images, les multimédias manipulés, les voix, les images, peu importe, ils jouent un rôle très important dans cette distorsion de réalité. Et en fait, c'est pour ça que beaucoup de monde s'intéresse aussi à cette notion de vérification. Et il y a des outils de vérification, effectivement, automatiques pour les voix, pour les images, etc., pour voir s'il y avait de manipulation sur ces médias-là. Mais en fait, ces outils-là, aujourd'hui, sont un peu dispersés. Il n'y a pas des outils de confiance, forcément. C'est des outils qui sont faits par des boîtes privées, ici, par là, éventuellement par certaines associations journalistiques. Mais il y a un grand problème qui est générique pour les IA. Enfin, c'est cette notion d'explicabilité. C'est-à-dire, OK, on sait bien que l'IA peut se tromper dans deux sens. Elle peut ne pas détecter la manipulation et de l'autre sens, détecter la manipulation où il n'y en a pas. Et donc, pour pouvoir, quelque part, correctement utiliser ces outils de vérification, on a besoin de faire confiance. Et pour faire confiance, on a besoin de cette explicabilité. Parce que même que c'est sanctionné par un État, ça ne fait pas forcément confiance au point de monde. Donc, c'est vraiment cette explicabilité qui est clé. Est-ce que vous connaissez, vous, des plateformes de vérification qui font ça suffisamment bien? C'est une question très compliquée. J'en connais une, personnellement, qui s'appelle Mever. C'est fait par des collègues grecs avec des financements européens. Donc, au niveau de qui l'a fait et de la source de financement, c'est très clair. Ils travaillent principalement sur la vidéo, si je me souviens bien. Et il y a de l'audio dedans aussi. Cela dit, il n'y a pas de plateforme magique. Parce que, au sens où il n'y a pas de plateforme qui fasse tout. Parce que pour pouvoir faire ça, il faudrait des financements assez énormes, on va dire, et on les trouve pas. Si on se met à faire ça dans le public. Dans le privé, effectivement, chaque boîte a ses propres
outils, plus ou moins performants, plus ou moins déployés, enfin, parce qu'il y a un problème de coût dans les boîtes. Et après, pour ce qui est de l'explicabilité, il y a une limitation que je vois, c'est que les méthodes existantes s'adressent en priorité aux experts. Donc, on fait de l'explicabilité pour les experts. Par exemple, dans les images, on va aller faire des cartes de science sur les pixels de l'image. On va dire, le modèle a détecté qu'il y a, je sais pas, un pistolet dans l'image parce que tel et tel pixel sont activés plus fort que d'autres. Si on dit ça à, je sais pas, quelqu'un qui n'est pas du tout expert de l'IA, ça ne dit pas grand-chose. Il y a des formes d'explicabilité par l'exemple. Donc, on va dire, dans ce cas-là, ça va être, il y a une telle prédiction dans telle image parce que il y a telle et telle autre image de la base d'apprentissage, par exemple, qui ont contribué à cette décision. Donc, si on montre des images, ça va être plus clair que si on montre des modèles mathématiques collés sur les images. Mais ça reste des choses à mettre en place. Et on est égoïste en tant que chercheur. On fait des choses pour nous-mêmes souvent. Ça, Ouais. je me permets de rajouter quelque chose. Effectivement, maintenant, on a des technologies qui permettent de craquer un peu la boîte noire des algorithmes en faisant du reverse engineering. Il y a quelqu'un qui en parlait, il me semble, ce matin. Et ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, c'est les composantes qui sont dégagées de ces algorithmes sont souvent énormes, enfin, sur des dimensions, un nombre de dimensions qui est beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut intégrer, nous, avec notre cerveau. Pour autant, je pense qu'on peut quand même, justement, en tant que scientifique, faire un travail pour permettre à un maximum de personnes de comprendre. C'est, par exemple, dans ma discipline, il me semble quand même que sans avoir besoin que les individus en face de moi, dans un public, aient fait beaucoup de neurosciences ou même pas du tout, pour pouvoir leur expliquer des éléments basiques, mais qui sont nécessaires pour augmenter, pour améliorer la compréhension des individus face à ces outils qu'en fait on a tous entre nos mains. Et à mon avis, on manque quand même d'un minimum, un socle minimum de connaissances au sujet de ce sur quoi, des mécanismes d'action en fait, qui soient techniques, technologiques ou également cognitifs, en fait, sur la manière dont nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, on fonctionne. Et que si on sait comment on fonctionne, on peut avoir une idée des leviers, en fait, de tous les endroits auxquels on peut être susceptible d'être manipulé, influencé, et aussi pour le meilleur, hein. C'est pas forcément uniquement de mauvaises manipulations. On peut très bien utiliser ces outils de manière vertueuse. Par exemple, on sait que si j'utilise un système qui me permet d'écouter ma propre voix souriante pendant un certain moment, enfin, je sais pas, 5 minutes ou quelque chose comme ça, au bout d'un moment, je vais moi-même avoir un effet de contagion émotionnelle et me sentir mieux. Donc, on sait que, par exemple, dans le cadre de la thérapie, c'est quelque chose qui peut aider. Donc, ces technologies-là, elles sont pas en elles-mêmes bonnes ou mauvaises, mais par contre, c'est très important d'avoir une idée de ce sur quoi elles vont agir, en fait. Voilà, des mécanismes d'action. Très bien, merci. Ouais, on peut imaginer un outil qui permette de décomposer une image, un média manipulé en composant, et après avec un outil tiers plus basique pour récomposer et vérifier que c'est bien le cas. Merci beaucoup. Salut. Bonjour, Anthony Level, je travaille pour Imatag, qui est une spin-off de l'INRIA spécialisée dans le watermarking digital. Aujourd'hui, pour lutter contre les fake news, il semble que plusieurs gouvernements dans le monde ont décidé de prévoir des obligations légales pour les grands modèles de fondation qui sont watermarkés systématiquement, les contenus en output. Est-ce que vous trouvez que c'est une mesure salutaire ou est-ce que vous pensez aussi qu'il faudrait authentifier les sources fiables, les sources d'informations fiables typiques journalistiques, de manière à avoir plusieurs canaux finalement de sécurité? Et quelles sont les limites selon vous de ces technologies? En termes de vérification, je dirais que plus il y a des canaux qu'on peut vérifier, mieux c'est. Après, chacun de ces canaux a ses limites. Donc, il y a la fiabilité des sources. On peut hacker la source. Donc, ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Donc, quand il y a un hacking de la source,
il y a une crédibilité qui se gagne en 20 ans qu'on perd en 3 secondes. Si ça a été hacké, que le contenu reste sur la source affichée pendant 10 minutes, je sais pas, même pas 10 minutes. Sur le watermarking, je ne suis pas du tout spécialiste, mais effectivement, je pense que ça peut aider. Après, j'ai vu des titres d'articles scientifiques où le but c'était d'attaquer le watermark. Donc je ne sais pas s'il y a des techniques de watermarking qui peuvent résister à toutes les attaques possibles ou impossibles. Et après le watermarking, c'est pareil, c'est comme l'explicabilité. C'est fait souvent par les spécialistes pour les spécialistes. Donc pour que le public prenne ça en main, il faut un travail d'explication et d'acculturation, je ne sais pas comment le dire, pour que ça soit compris. Parce que si on va voir les gens dans la rue, on dit voilà, ce contenu est fiable parce qu'il y a un watermark dessus, aujourd'hui, il y a, je dirais, 95% au moins des gens qui vont dire bon, c'est quoi un watermark? Et on va passer un long moment, souvent pénible, pour expliquer ce que c'est. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. C'est une question un peu plus générale, je pense, qu'on a vu que pour détecter le vrai du faux, l'homme gère un peu, on peut analyser en termes de neurosciences et les neuroscientifiques se penchent là-dessus, ce genre de choses. Est-ce que, comment dire, est-ce que les experts en neurosciences sont des fois, quel est un peu le rôle, excusez-moi, des experts en neurosciences dans le développement, par exemple, des IA, que ce soit pour le deepfake ou alors pour créer de fausses informations? Est-ce qu'ils peuvent avoir un rôle à jouer là-dessus, comme on peut le voir en marketing, en publicité? Alors, je suis pas sûre d'avoir très bien compris, très bien entendu la question. Est-ce que les experts en neurosciences peuvent avoir un rôle à quel sujet? Sur la programmation donc d'IA en termes de deepfake ou alors d'IA qui génère des fausses informations. D'accord. Ok. Oui, alors évidemment, de manière directe ou indirecte, mais comme j'expliquais tout à l'heure, à partir du moment on va demander à une IA de reproduire quelque chose, il faut d'abord, il faut que dans un premier temps, cette chose à reproduire soit connue. Donc, c'est dans ce sens-là, en fait, que les travaux des neurosciences peuvent aider, en fait, au deepfake parce qu'on va mettre en évidence pour une raison ou pour une autre un profil particulier, que ce soit un profil sur le visage, d'expression faciale, un profil vocal, et ce profil va être de plus en plus détaillé. Et à partir de là, on peut recréer artificiellement ces expressions, ces attitudes sociales via des technologies de deepfake. Donc, c'est un sujet classique dans le domaine de la science et ce qu'on fait en fait de nos résultats, de notre travail. Mais on peut aussi faire un travail pédagogique justement pour mettre l'accent sur le fait que ce sont particulièrement des sujets sensibles et qu'il faut y prêter attention. Donc il y a vraiment une double dynamique. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non. Je vais intervenir 2 secondes. Merci pour ces exposés et pour cette vision, même si je suis pas sûr d'être rassuré. Je pensais que vous alliez me dire, c'est bon, on maîtrise et on va tous vous protéger. Dans les questions qu'il y a eu, enfin, dans ce que vous avez abordé tous les deux, il y a quand même un volet de l'éducation face à tout ça. Et donc ça m'intéresserait, vous êtes psychologue aussi, de voir un petit peu comment on peut faire, parce qu'aujourd'hui, l'IA maintenant va être partout, effectivement, et donc on va être submergé par ces fausses informations. Comment on peut aussi éduquer nos jeunes? Il y a des choses qu'on aura moins besoin de faire apprendre, par cœur en tout cas, puisque c'est accessible, mais ça veut dire qu'il faut éduquer toute une population avec aussi l'idée qu'il faudra garder un esprit critique. Donc être conscient de la vulnérabilité de l'IA en soi et l'esprit critique qu'on doit garder derrière. Donc est-ce que vous êtes optimiste sur ce volet-là, ou quelles pourraient être les pistes? Et le deuxième volet, c'est et là c'est une démarche plutôt citoyenne, et je la pose un peu à tout le monde, c'est nous, on a vu apparaître les communautés de fact-checkers. On a des gens qui font de l'osine, qui nous détectent, qui remontent des informations. Est-ce que justement, puisque tout le monde a accès à tout, on ne peut pas, et par le biais, je reboucle sur l'éducation aussi, se dire qu'on pourrait avoir un système vertueux où des gens nous créeraient des systèmes de vérification à revoir en permanence, en voyant comment c'est couvert, et puis nous alertent systématiquement, ou qu'il y ait un processus d'alerte pour un peu collectivement se protéger.
Effectivement, alors le versant éducatif, je pense que ça s'est traduit, assez fortement dans mon dans mon propos. Hem, En fait, cette réflexion, elle vient d'une étude, que j'ai menée en démarrant ma thèse. C'est une étude, d'éthique expérimentale, au cours de laquelle on est allé questionner l'acceptabilité morale de ces filtres vocaux. Donc en commençant, mon travail, je me suis demandé, si cet outil-là de modification, de l'émotion dans la voix pouvait être accepté ou pas, par la population et quels étaient les différents scénarios d'acceptabilité. Donc on a créé des petites vignettes, un peu, à la Black Mirror de différents scénarios possibles d'utilisation des technologies de transformation de voix et on a fait noter, ces usages-là de complètement inacceptable à complètement acceptable. Le public, c'était un public, de jeunes étudiants français, qui est, donc on a ciblé parce que c'est majoritairement ce public-là qui utilise déjà des filtres visuels. Et ce dont on s'est rendu compte, donc c'est sur un échantillon de 300 étudiants, qu'en fait, il y avait une, très grande acceptabilité générale de tous les usages qu'on a présentés, de ces filtres vocaux et même des usages cachés. Donc on avait, décrit des utilisations de transformation de voix, comme par exemple si, j'avais décidé de mettre un filtre vocal dans mon micro actuellement et que je vous disais à la fin de mon intervention qu'en fait, j'avais, appliqué un filtre sourire qui allait faire en sorte que vous, ayez, reçu mon message de manière plus favorable. Et donc les participants de cette étude-là, ces jeunes Français, étaient tout à fait OK avec le fait que je puisse utiliser, ce genre de filtre et même à leur insu. Donc ça, c'était vraiment particulièrement, étonnant. On avait même écrit à ce moment-là une tribune, dans Libération pour en parler parce que c'était vraiment, pas du tout le genre de résultat auquel on s'attendait. Donc j'ai réfléchi, je me suis pas dit: «Ah mais c'est génial, on va pouvoir, balancer des filtres vocaux, à la population, ils sont tous OK». Je me suis demandé ce qui pouvait expliquer en fait une telle acceptabilité, si peu de méfiance, envers ces outils et je pense que c'est, un manque de connaissance en fait de la population, des ressorts en fait de ces filtres, ce sur quoi ces filtres jouent. On sait par exemple, sur les filtres visuels qu'on a énormément de conséquences négatives, de l'utilisation de tels filtres qui sont associés à une recrudescence de demandes de chirurgie esthétique, notamment depuis, la crise Covid avec l'augmentation du numérique et de nos interactions via Zoom. On a une augmentation de 30 en fait de la demande de chirurgie esthétique et dorénavant, les patients ne vont plus avec des photos de stars ou des choses comme ça chez le chirurgien, mais ils vont avec des photos de filtrés ou alors, du miroir en fait, de Zoom en expliquant qu'à force de s'observer, ils ont constaté qu'ils avaient d'énormes défauts et notamment, un défaut, au niveau du nez. Non mais pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, de la le problème, c'est que quand on fait des selfies et ça, les gens ne le savent pas, en fait, il y a une déformation de l'image qui est créée par le selfie, qui augmente la taille, du nez, la largeur du nez de 30 et donc en fait, c'est à travers le miroir déformé, du filtre que les personnes se font une image d'eux-mêmes et vont voir, un chirurgien pour transformer, pour recréer leur image. Donc c'est un exemple anecdotique, hein, qui peut paraître drôle, mais c'est un vrai exemple des effets de la non-information, de ces outils qu'on utilise. Donc il faut vraiment éduquer, et je pense qu'on peut éduquer, très, très tôt au lycée de la même manière qu'on a des cours d'éducation civique, on devrait avoir, des cours, de cognition, de b.a.-ba de cognition et de l'influence du numérique sur nos interactions. Je suis un peu plus optimiste là-dessus. Donc, pour ce qui est des cours, effectivement, ça pourrait être fait. Mais j'étais adolescent, enfin, comme nous tous à un moment donné. S'il y a un vieux qui vient m'expliquer ma vie, enfin, qu'est-ce que je dois faire ou pas, je pense que je vais avoir un peu du mal à suivre, enfin, au-delà de 2 minutes, voire 5 s'il y a un QCM à la fin et que enfin, mon sort scolaire dépend de ce QCM. Après, j'ai pas d'études en tête là pour vous donner des chiffres, mais la prise en main par les jeunes des outils numériques se fait de manière plutôt naturelle et ils sont nés avec. Souvent, enfin, j'ai plus de 40 ans, mais les plus jeunes, ils sont beaucoup plus compétents que nous, enfin, les gens de ma génération encore plus anciens,
que nous le sommes dans la prise en main. Et pour ce qui est des plateformes collaboratives, il y en a déjà. Les grandes plateformes en ont toutes parce que c'est une obligation légale. Elles réagissent plus ou moins, selon les cas, mais je dirais que le succès de telles plateformes va dépendre du degré de danger perçu par les utilisateurs. Parce que s'il s'agit on avait l'exemple de Taylor Swift, bon, effectivement, c'est très gênant pour elle, mais d'un point de vue sociétal, voilà. Par contre, si il y a Poutine qui a appuyé sur le bouton rouge et qu'il y a une bombe qui va atterrir dans 2 minutes, là, c'est légèrement plus embêtant. Et donc, que ce soit une fake news ou une vraie news, c'est embêtant dans les deux sens. Donc là, je pense qu'il y aurait donc il y a une espèce d'approche proportionnée qui peut être mise en place, je pense, pour assurer ça. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des gens de Viginium, de la gendarmerie, mais eux, ils ont ça dans leurs outils. Et j'ai pu discuter avec, c'était la police, je sais plus. J'ai discuté avec quelqu'un de là-bas et ils ont des signalements. Dans leur domaine de compétences, bien évidemment, et ça vient assez naturellement. Après, pour rebondir à ce que vous avez dit au début, si j'avais su que je devais vous vendre quelque chose, j'avais d'autres slides où je vous dis que c'est du 99.9 dans tous les cas. Ça marche très bien. La prochaine fois, je vais venir avec cela. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Non? Si? Comme on a un peu de temps, je me suis dit, je peux poser une deuxième. Je trouve qu'un autre grand problème dans ce domaine, c'est la déjonction entre le web de confiance, comme on dit, donc toutes les fact-checkers, les bases de données des gouvernements, des organismes neutres, reconnus, d'experts, etc. Et la web, entre guillemets, réelle, qui est surtout les réseaux sociaux. Et la grande problématique, c'est de les connecter, de pouvoir les connecter. Donc, quelque part, amener la web de confiance sous les réseaux sociaux. Et ça, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Il y a des gens qui le font de leur propre volonté, des journalistes, etc., font des références, de gouvernements aussi qui travaillent ça. Mais effectivement, comme la désinformation, c'est quelque chose de très viral, et quand ça sort, après, c'est impossible de le rattraper, ou très difficile. Il y a cette question de timing et d'échelle, donc de pouvoir effectivement réagir suffisamment vite et à l'échelle suffisamment grande, donc pour pouvoir contourner ça. Et il avait des études à Harvard qui montraient que c'est quelque chose qui peut marcher si on réagit suffisamment rapidement pour pré-banquer les fake news, etc. Donc, est-ce que vous connaissez des initiatives comme ça au niveau dans le comité de recherche pour augmenter, amplifier ce lien-là? C'est un sujet très difficile, en tout cas en Europe, parce que nous avons créé des garde-fous sur les données personnelles, donc la RGPD, qui, dans beaucoup de cas, nous empêche nous-mêmes, en tant que chercheurs, d'accéder à ces données-là. Je travaillais sur la protection de la vie privée pendant un long moment, et faire la jonction est très difficile quand on est chercheur dans le public, je veux dire, parce que, tout simplement, on a vraiment du mal à accéder à des données de manière massive, ce qui est normal, quelque part, parce que c'est des données personnelles. Donc, s'il y a une chance que ça fonctionne, ce genre d'initiative, ça va être au sein des plateformes elles-mêmes, voire dans des cadres qui sont fortement réglementés où la plateforme est obligée de collaborer avec l'État ou les États. Mais cela pose un autre problème, c'est celui de la censure, parce que on peut faire de la dépêche là. Au gros, on coupe tout et on se pose des questions après. Mais si on fait ça, on coupe tout, on va couper beaucoup de choses qui sont légitimes, juste parce que on veut s'assurer qu'il n'y a rien d'embêtant qui sort. Donc il y a cette question, il y a cet équilibre à trouver entre liberté d'expression, ce qui relève de la liberté d'expression et ce qui relève de la censure. Et de mon point de vue, ce n'est pas facile. Une question au fond. Oui, bonjour, André Lezoco-Pietri, je dirige une organisation de recherche avancée. 2 questions.
Les deepfakes, ça fait 4-5 ans qu'on en parle. Je crois que même à la conférence de sécurité de Munich en 2020, le président Macron, sur ses 10 minutes de temps de parole, avait passé 2 minutes là-dessus. On a vu qu'avec les GAN, ça ne s'était pas matérialisé. Aujourd'hui, ça semble se matérialiser. Si vous êtes ici dans 12 ou 24 mois, qu'est-ce qui se sera passé sur les évolutions technologiques? Si vous pouvez nous donner un petit peu une espèce d'anticipation. Et la deuxième question, sur les élections, comment vous voyez les cas très pratiques sur lesquels ça va être utilisé et quels sont les outils qu'on a mis en place pour outre tous les débats qu'il y a là-dessus, comme aujourd'hui, quels sont les outils mis en place pour contrer ça? Enfin, juste une petite commentaire. Merci de ce débat parce que c'est rare sur les deepfakes où on entend toujours des platitudes d'avoir une discussion aussi dense. Donc, on vous invitera à un comité scientifique parce qu'on travaille là-dessus. Merci. Merci pour la question. Donc, sur la première partie, je vais botter en touche. Je ne vais pas vous dire ce qui va se passer. C'était le 12-24 mois. Donc, je ne sais pas. Très franchement, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire sans me risquer beaucoup, c'est qu'il y aura des deepfakes de plus en plus réalistes. Il y a 2 ans, quand on parlait de synthèse d'images, d'images synthétiques, je disais aux jeunes qui venaient me voir, doctorant, bon, on va voir ça plus tard. C'est pas, comment dire, ça va, on va en discuter dans 4-5 ans parce que là, ça va être suffisamment mature. Et je me suis lourdement trompé, donc vous n'allez pas me reprendre une deuxième fois. Alors, les aspects techniques ne sont pas particulièrement ma spécialité. Par contre, ce que j'ai pu constater en faisant quand même de la revue de littérature et en travaillant à l'IRCAM, qui est un des hauts lieux de la synthèse vocale, c'est que l'enjeu, il est dans le temps réel, en fait, dans les transformations en temps réel. Là, en général, jusqu'à présent, c'était des deepfakes qui étaient faits, édités après ou en studio, ou des choses comme ça. Mais maintenant, on a quand même la possibilité de faire ces transformations, en tout cas pour la voix. Je sais que c'est le cas, mais il me semble que c'est pareil dans le visuel, en temps réel. C'est très compliqué, c'est très coûteux en énergie, mais les progrès, là, enfin, ça va tellement, tellement vite. C'est de la même manière pour le clonage vocal. Avant, il fallait vraiment avoir énormément de données pour pouvoir cloner la voix d'un individu. Maintenant, on peut le faire très facilement. Il y a cette plateforme que vous devez connaître qui s'appelle iGen, qui propose de se créer son propre avatar qui peut parler dans n'importe quelle langue. Ces choses-là, au début de mon doctorat, donc il y a 4 ans quand j'avais commencé, le temps réel, c'était un peu le Graal. Maintenant, quand je parle de ces transformations en temps réel, en tout cas dans la communauté scientifique, c'est quelque chose de tout à fait possible et on a une latence de 25 millisecondes. Et pourquoi je parle de cette latence-là? Parce qu'en fait, elle est imperceptible par le cerveau humain. Donc, ça permet de complètement faire croire aux individus que le message qui est transformé en temps réel est véridique. Il y avait une deuxième partie à la question, c'était lié aux élections. Donc là, il se trouve que j'ai lu un bout d'étude hier sur la question, c'était sur les élections présidentielles américaines de 2016 et 2020. Et il se trouve qu'il y a une analyse des sources influentes sur ces élections-là et entre autres des sources qui propagent des fake news. Donc entre les deux, c'est en 2016 qu'il y a eu plus de fake news qui ont influencé le débat public sur les élections américaines, plus qu'en 2020. Et j'étais un peu surpris parce que je me serais attendu à voir l'inverse. Mais ça veut dire que certes, les campagnes de désinformation sont de plus en plus sophistiquées, ça avance, mais le côté détection, ça avance aussi. Et donc, si on le fait bien, je pense qu'il y a un bon espoir de pouvoir contenir ça dans une certaine mesure, mais le futur nous dira où on arrive. Finalement, c'est une question pour beaucoup une question de moyens. Nadia parlait de la détection en temps réel, ou le clonage en temps réel. Quelque part, ça dépend de combien de GPU on met derrière l'outil qui va faire ça. Donc si on fait ça sur un smartphone, ça a moyennement de chances de marcher, mais si on fait ça sur un truc qui consomme la moitié de l'énergie produite par une centrale nucléaire juste pour faire ça, on est bien parti pour pouvoir le faire, en tout cas sur le versant calculatoire.
Merci beaucoup. On avait une autre question au fond. Oui, merci beaucoup pour votre intervention. Florian Perretin du cabinet Savoca. Alors nous, ce qu'on voit beaucoup aussi, c'est les deepfakes qui sont utilisés à des fins malveillantes. Vous en avez certainement entendu parler, hein, tout ce qui va être arnaque au président, etc. Il y a de plus en plus de fraudes qui utilisent ces nouvelles technologies. Et la régulation aujourd'hui va vers un marquage obligatoire des produits générés par des IA, etc. Donc le marquage, on l'entend quand l'acteur est vertueux, c'est plutôt simple. Vous parlez du fait qu'aujourd'hui, il y a des IA qui sont en mesure d'enlever ces fameux watermarks. Alors ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez qu'il existe des moyens de réaliser un marquage by design sur les deepfakes qui tendrait en fait à la qualité même du fichier, à sa taille, à certaines caractéristiques qui sont inhérentes au fichier qui a été utilisé, justement généré à partir d'IA? Ok. Enfin, dans les techniques de détection, il y a ce type de marqueurs qui sont déjà utilisés dans une certaine mesure. Après, est-ce qu'on a trouvé les bons marqueurs? C'est pas toujours le cas. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que nous apprenons sur un jeu de données qui est labellisé, enfin, d'une manière ou d'une autre. Il y a des marqueurs qui sont labellisés. On dit, bon, celui-là, il est positif, celui-là, il est négatif, ainsi de suite, sur des grosses masses de données. Et puis, il y a une nouvelle technique qui arrive pour laquelle les marqueurs ne sont plus pertinents ou ils restent pertinents de manière partielle. Donc, là, on se doit d'essayer de suivre l'évolution. Enfin, j'ai un exemple sur la détection de texte court. Donc, ça, quand c'est des textes longs, même avec ChatGPT, au bout d'un moment, on commence à comprendre que c'est généré automatiquement. Sur le texte court, on prend les tweets, par exemple. C'est difficile et ça le devient de plus en plus. On avait fait des tests l'année dernière sur des tweets politiques. On y arrivait plutôt bien jusqu'à ChatGPT 2. Je ne me risquerais pas de refaire le même test avec des tweets générés avec 3, 5, 4 et 5, je ne sais pas ce qui va arriver ensuite. Donc, on peut faire des choses, mais il faut qu'on soit, on continue à l'affût et qu'on évolue avec les techniques d'IA qui elles-mêmes évoluent très vite dans certains cas. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Parfait. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette première table ronde de l'après-midi. On peut chaleureusement applaudir nos intervenants.